Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, visite au cœur de la fondation Giacometti, dédiée à l'œuvre du sculpteur éponyme dans Tous au musée. Décorateur et galeriste, notre invité Jacques Hervouet nous montre que l'art n'a pas de limite dans son monde intérieur. Celle qui domine, celle qui inspire et intrigue, c'est elle, la haute couture. Zoom sur la reine des reines. Réparer ce qui a été brisé et sublimer les fractures, c'est le quotidien d'Océane qui maîtrise l'art du kintsugi. Avant de rencontrer le décorateur galériste Jacques Hervouet, tout de suite, point de vue. Si l'huile sur toile, la chambre bleue de Picasso, peinte en 1901, est bien connue des férus d'art, elle cache cependant un secret que pas mal ignorent. Si de prime abord on y voit une femme en train de se laver dans sa chambre, sachez qu'il se cache derrière cette scène un homme barbu. Révélé pour la première fois en 1990, un flou sous la couche de peinture interroge les spécialistes. C'est seulement en 2014 qu'une recherche approfondie est réalisée, révélant sous la chambre bleue le portrait d'un homme fascinant. Un soir, le soleil fiche sa course, plongeant le royaume dans un crépuscule sans fin. Sur fond de mythes antiques, Étienne Chaise nous emmène avec lui dans l'épopée astrale d'un roi et ses pénitents qui entreprennent d'aller prier le soleil de reprendre son cycle interrompu. C'est sur fond de couleurs puissantes et profondes qu'ils se heurteront à de nombreux obstacles. Le roi perdant un à un ses compagnons de route pour ne finalement plus être accompagné que par 7 d'entre eux. Un voyage initiatique au cœur de l'univers. Fluide et tout en légèreté, le fauteuil Tulip ou Little Tulip est né de l'esprit créatif de Pierre Paulin, l'un des plus grands représentants français du design. S'inspirant des courbes élégantes d'une fleur en train d'éclore et de l'esprit pop du moment, il conçoit ce mobilier en 1965. Il innove ainsi aussi bien dans le choix de la forme que dans celui des matériaux. Piétement métallique stable, pivotant ou non, et assise enveloppante aux matières variées, de quoi donner envie même aux moins jardiniers d'entre nous. De longues silhouettes décharnées qui se dessinent ou encore des femmes aux lignes envoûtantes, c'est bien là la patte de Giacometti, découverte de la fondation qui lui est dédiée. Giacometti s'appuie vraiment sur son regard. En regardant quelqu'un marcher au loin, en fait, il ne voit plus qu'une silhouette. Et donc, c'est cette silhouette-là qu'il essaye de saisir et de transposer dans sa sculpture. On se retrouve vers une forme comme ça d'épure du corps qui reflète l'humanité. On ne peut pas savoir s'ils sont vraiment contemporains de notre temps, contemporains du temps de Giacometti, ou si ce sont des objets d'archéologie en fait. C'est dans une ambiance intimiste aux airs de maison de collectionneurs que l'Institut Giacometti met en scène l'œuvre du plus célèbre des artistes suisses. Nous sommes dans l'ancienne demeure au style art déco de l'architecte Paul Follo, artiste contemporain et voisin de Giacometti. C'est moins la relation à Paul Follo qui nous intéressait que la localisation à Montparnasse, puisque Giacometti est un artiste qui a fait partie de la scène de Montparnasse, qui s'installe à Paris dès 1926 et qui va passer toute sa vie dans le quartier de Montparnasse, à quelques rues d'ici. Resté longtemps inaccessible au public après la mort de l'artiste, c'est un patrimoine rare que l'on découvre au détour des pièces et des couloirs, comme cette lithographie qui nous vient d'outre-tombe. Ici, on a les portes du tombeau Kaufmann qui ont été commandées par Kaufmann, un riche collectionneur américain, à Giacometti pour son propre tombeau, le tombeau de sa famille. Et là, on voit vraiment la technique où Giacometti dessine directement dans le bas-relief, dans une plaque de terre, cette espèce d'arbre de vie et de mort, en fait, qui symbolise vraiment les deux étapes de l'existence humaine. Toute sa vie durant, l'artiste n'aura en effet qu'une obsession, modeler l'existence humaine, le plus souvent à partir d'un modèle vivant. On peut avoir le sentiment, quand on regarde les têtes de Giacometti, qu'il y a quelque chose de très spontané, voilà, une matière comme ça, vraiment on voit qu'il modèle la terre pour arriver à effacer un peu les traits et en même temps
définir un visage presque universel. Et en fait, on sait, d'après les témoignages des modèles, que Giacometti aimait qu'il pose vraiment très longtemps, parfois pendant plusieurs jours. Et on voit dans les films que Giacometti essaye de saisir ce temps qui passe, en fait, ce temps qui passe entre lui et le modèle pendant la durée de la pose. Des heures de tête-à-tête qu'il passait avec ses modèles et avec lui-même dans son tout petit atelier que le musée a ici entièrement reconstitué. C'est à peu près la taille d'origine, donc il fait 24 mètres carrés. Et c'est un atelier que Giacometti loue en 1926, quand il a terminé ses études à la Grande Chaumière. Donc c'est vraiment au départ la taille de l'atelier d'un jeune artiste qui débute. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en 1966, quand Giacometti meurt, il occupe toujours le même atelier, alors que c'est un artiste mondialement reconnu, qui est collectionné par les plus grands musées. Donc il y avait largement les moyens de changer d'espace. Donc c'est vraiment une volonté pour Giacometti de rester dans cet atelier qui est donc à la fois un lieu de travail qui a vu passer toutes ces grandes périodes, mais aussi un motif qu'on retrouve dans ses dessins, dans ses peintures, puisque Giacometti aimait travailler d'après le réel, et donc quand il n'avait pas de modèle qui pouvait poser pour lui, eh bien, il dessinait ce qu'il avait sous les yeux, donc ses propres sculptures, ou ce mobilier qu'on voit ici, qui était déjà là dès 1926 et qui n'a pas bougé. Ces outils ont encore l'empreinte des couches de plâtre et on peut encore admirer sur les murs, récupérés par la veuve de l'artiste, de nombreuses esquisses préparatoires. Donc c'est plutôt l'évocation d'un atelier encore vivant, puisqu'on a la chaise de chevalet, on a même, Annette avait même gardé le cendrier avec le mégot, et donc on a presque cette sensation que Giacometti vient de quitter l'atelier, il est dans un café de Montparnasse et il pourrait revenir à tout moment. Du métier de galériste à celui de designer d'intérieur, il n'y a qu'un pas, du moins si l'on suit le parcours de Jacques Hervouet, notre invité du jour. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de réunir dans une pièce de parfaits étrangers, c'est-à-dire des objets qui ne sont absolument pas nés à la même époque, et donner l'illusion ou l'impression qu'ils ont toujours vécu ensemble et qu'ils ont été faits pour fonctionner ensemble. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est de marier des inconnus et donner l'illusion qu'ils sont vraiment de la même famille. Dans la galerie de Jacques Hervouet, située dans le très chic carré rive gauche, les formes et les époques se répondent et se fondent dans une harmonie de couleurs. Un mariage subtil que le galeriste, designer, mais aussi décorateur d'intérieur, construit toujours à partir d'un premier objet. On est bien obligé de commencer par un élément de départ, sinon on se perd et on se perd dans l'infini des combinaisons, parce qu'il y a évidemment une infinité de combinaisons possibles en matière de décoration comme en matière de musique ou de peinture. Dans ce décor, c'est la tapisserie qui va être le point. C'est la tapisserie qui va commander un choix de couleurs, un choix de formes, des formes donc plutôt abstraites, voilà, et un camailleux de brun, de noir, etc. C'est la tapisserie qui va commander, par exemple, que j'utilise le vase de Jean Bénard, qui reprend un peu les mêmes matières, etc. Et c'est cette impression sur les motifs et les couleurs qui vont créer un maillage et qui vont créer l'impression d'un ensemble cohérent. Et qui semble familier et harmonieux en fait. La quête du décor, c'est la quête de l'harmonie fondamentalement. Une harmonie qu'il crée à partir d'œuvres et d'objets chinés qu'il mêle aussi à ses propres créations, comme cette suspension lumineuse aux airs de peau d'orange. On est dans cet imaginaire de quelque chose de ludique, toujours avec cette forme libre, cette forme vivante à laquelle je suis assez attaché. Ça, c'est une pièce vraiment qui ne peut être qu'une pièce d'artisanat, qu'il est impossible de mouler, de reproduire de manière industrielle. Donc ça m'intéresse parce que ça restera toujours et à jamais une pièce d'artisanat de luxe, donc qui est fait à partir d'une feuille de métal, de laiton en l'occurrence, qui est découpée à la main, étirée à la main, martelée à la main. Et c'est aussi à la main qu'elle a été dessinée. En général, tout ce qui est design d'objets, je préfère le geste du crayon sur papier. Voilà, il y a quelque chose de plus naturel, c'est davantage un acte, je dirais, de création
artistique, entre guillemets. En revanche, en décoration, on est plus tenu par des dimensions. Donc là, je travaille sur iPad avec un crayon électronique, un crayon écran, avec un logiciel spécialisé. Une méthode qui a fait ses preuves pour créer toutes sortes de scénographies et pas seulement derrière une vitrine. Pour Jacques Hervouet, les appartements de ses clients sont un autre formidable terrain de jeu au style souvent plus radical. Dans un appartement, c'est l'univers d'une famille, d'une personne ou deux personnes en particulier. Donc là, on est obligé d'afficher des partis pris beaucoup plus prononcés, beaucoup plus forts. Donc là, on est typiquement dans ce cas, avec le choix d'un vert anglais très, très prononcé, une écriture assez 70, avec le tableau typiquement pop art, donc bien psychédélique, avec un côté un peu Vasarely, mais un Vasarely sous exta, on va dire. Donc on va retrouver dans le tableau le vert de la peinture des murs, on va retrouver le orange de la moquette, et on va retrouver également le orange dans les grandes appliques des années 50 de la maison Dalux. Et c'est cette harmonisation par les couleurs qui va assagir l'ensemble. Même chose pour la salle à manger d'inspiration 70 qui n'hésite pas à jouer sur la couleur et le mélange des matières. Là, toujours dans un esprit d'équilibre et de pondération, introduire le bois et la couleur chaude, très important. Quand on a une dominante de couleurs assez 70, assez pastel, des bleus, des verts, c'est important de retrouver un peu les racines terriennes et un matériau chaud comme le bois. Ça, c'était des bobines de fil, de vraies bobines de fil que j'ai achetées il y a probablement une vingtaine d'années et dont j'ai décidé de faire une œuvre un peu dans l'esprit cinétique. On va retrouver des turquoises, des bleus, des bruns que l'on trouvait dans les sphères en résine fractale sur la cheminée. De la salle à manger au salon, du salon à l'entrée, les décors de Jacques Hervouet se répondent d'une pièce à l'autre sans aucune fausse note. Bonjour Jacques. Bonjour. Quand vous aviez 15 ans, vous avez visité à Londres le fameux appartement de David Hicks, tout en orange. C'était un choc esthétique. Oui, c'était un choc esthétique. À la fois sur le graphisme, la couleur, et je crois que ça a déclenché quelque chose d'inconscient et qui s'est révélé beaucoup plus tard. Mais effectivement, ça a été le premier choc esthétique. Par la suite, Jacques, vous avez voulu être menuisier, pianiste, traducteur. Vous êtes rentré à Sciences Po pour finalement rentrer dans une très grande agence de pub, un parcours pour le moins diversifié. Ça a l'air d'être sinueux, en réalité, je crois que c'est circulaire, parce que je suis revenu à mes premiers amours, en fait, de justement ce que vous disiez, ce choc esthétique à Londres, avec David Hicks. Donc je suis revenu au point de départ. En 2005, donc, vous avez ouvert votre galerie dans le très chic carré rive gauche des Antiquaires. Et quelle était la ligne directive? Quel était le concept? Le concept, c'était les arts décoratifs 20e, mais surtout l'idée de mixer les styles. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas du tout ce qui est total look, ça ne m'intéresse absolument pas. Je pense que l'exercice qui est intéressant, c'est d'arriver à mixer l'improbable, à mixer des choses, des objets, des couleurs qui, a priori, ne vont pas ensemble. Justement, vos vitrines sont toujours des véritables scénographies, ce qui vous mène très naturellement à la décoration intérieure, à l'étape suivante, c'est ça? En fait, ce sont mes clients de la galerie qui, voyant le travail que je faisais de scénographie effectivement à la galerie, m'ont petit à petit demandé « Mais Jacques, vous pourriez nous aider sur telle pièce, telle chose ?» Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la prose sans savoir que je faisais de la prose. Et ça s'est fait effectivement naturellement. Chaque projet, chaque intérieur, c'est comme un puzzle qui s'assemble, comme un fil rouge qui se déroule un tout petit peu. Quel est le point de départ? En fait, c'est très compliqué, c'est très anxiogène pour des clients d'essayer d'imaginer la totalité d'un appartement ou d'une pièce. On n'y arrive jamais, parce qu'on prend un objet, puis un autre, et on se dit « non, le A ne va pas avec le B, ne va pas avec le C ». Donc en fait, ce que je fais, c'est que je choisis un objet fort, sur lequel il y a un consensus entre moi et le client. Et à partir de cet objet ou ce meuble, on construit toute la pièce, petit à petit. Donc c'est une notion de puzzle, mais il y a quand même une pièce de départ. Et c'est ça le point D. Ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, mais c'est le point D. C'est le point de départ et c'est le point décoratif de départ. Alors vous avez justement dit une fois, pour magnifier, pour mettre en scène un objet, il faut d'abord le comprendre puis l'aimer. C'est peut-être aussi cette démarche-là qui vous a emmené plus tard à créer des objets vous-même. Il y a énormément d'affect dans la décoration et dans l'esthétique. Je pense qu'une fois qu'on a commencé à assembler des objets, on commence à avoir envie soi-même d'en créer.
Donc ça aussi, c'est venu assez naturellement au fil du temps. C'est venu aussi de manière très prosaïque, parce que parfois, il y avait des objets qui nous manquaient dans un décor, et en n'arrivant pas à le trouver, j'ai mon premier objet qui est un miroir, voilà, je le dessine. La décoration des appartements, vous prenez 3 chantiers par an, Maximum. apparemment, maximum. C'est quand même un vrai luxe, aussi bien pour vous que pour le client. Il y a les très gros cabinets qui vont avoir énormément de personnel et qui vont développer beaucoup de choses. Mais finalement, le décorateur qui est à la tête de tout ça est assez peu impliqué finalement dans le projet. On va dire que c'est entre guillemets du prêt-à-porter. Et le travail que je fais qui est plus assimilable à de la haute couture. C'est-à-dire que je suis vraiment systématiquement avec le client, quasiment tous les jours sur les chantiers, et on choisit tout, tous ensemble. Et ça, c'est un vrai luxe, à la fois pour moi et pour le client aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un décor est intemporel pour vous, qui ne perd pas de sa beauté? Je ne crois pas que ça existe, un temporel. On a l'illusion de l'intemporalité parce qu'en réalité, des décors qui étaient à la mode il y a 50 ou 70 ans reviennent à la mode. Mais en réalité, ils sont passés de mode à une période qu'on a oubliée. Donc je ne crois pas qu'il y ait de décors intemporels. Ce qui peut-être peut leur donner davantage de durée, c'est l'équilibre. Si un décor est très équilibré, très harmonieux, ça lui permet de traverser le temps. Comment évolue votre style? Je suis incapable de le dire, mais je suis tout à fait capable de le sentir. Des chineurs me disent « Qu'est-ce que je peux te proposer comme objet ?» Je leur dis « Je suis incapable de dire, montre-moi et je saurais te dire. » Vous travaillez beaucoup à l'instinct alors? Beaucoup. C'est essentiellement instinctif comme métier. Ouais. Merci Jacques. Si certains la pensent prétentieuse, elle est en réalité la gardienne des savoir-faire ancestraux, des techniques précieuses. C'est la haute couture dans En Mode. C'est la quintessence du luxe qui allie excellence, savoir-faire, patience et exclusivité. Il s'agit de la haute couture. Elle trône au sommet de la pyramide de la mode. Dans une industrie qui produit sans relâche et à bas coût, elle est garante du temps long et du travail à la main, réservé à une poignée de clients qui peuvent s'offrir le luxe d'investir sur mesure. C'est d'abord Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette, qui donne à la mode française sa réputation. Dans les années 1860, l'anglais Charles Frederick Worth introduit le défilé vivant, le concept de collection, et crée la chambre syndicale de la couture pour protéger les œuvres des créateurs. Juridiquement contrôlée depuis 1945, l'appellation haute couture répond à des critères précis qui couvrent l'organisation des ateliers à Paris, le nombre de modèles ou la quantité de tissus. La chambre syndicale compte aujourd'hui 16 membres permanents, parmi lesquels Chanel, Dior, Schiaparelli et Maison Margiela. Et depuis 1992, des membres invités et des correspondants dont les ateliers peuvent être basés hors de France. Une ouverture qui permet aussi à la haute couture de se diversifier. Dès le début des années 2000, la créatrice néerlandaise Iris van Herpen lui donne une approche futuriste avec des vêtements technologiques, lumineux ou en 3D, comme tout droit sorti d'un film de science-fiction. Aujourd'hui, Pier Paolo Piccioli est l'une de ses têtes de file. Pour Valentino, il joue sur des coupes contemporaines et des couleurs flashy qui modernisent l'exercice. En 2021, Kirby Jean Raymond est le premier créateur noir américain invité au calendrier. Pour sa marque Pierre Moss, qui dénonce le racisme et l'appropriation, il rend hommage aux objets du quotidien inventés par des personnes noires et donne un grand coup de fouet à la vision conservatrice de la couture française. Chez Schiaparelli, Daniel Roseberry prend le contre-pied des robes à volants et des broderies délicates avec des collections surréalistes pop qui jouent sur l'anatomie et revendiquent une esthétique kitsch poussée à l'extrême. Pour l'hiver 2021, Balenciaga fait un retour surprise au calendrier officiel 50 ans après la mort de son fondateur. Demna Gvasalia présente des jeans, du streetwear
et des silhouettes ultra-modernes dans les salons historiques de la maison, reconstitués à l'identique. La boucle est bouclée entre présent et futur, et la haute couture entre définitivement dans le XXIe siècle. Quand les cicatrices se teintent d'or et que les céramiques brisées retrouvent leur forme d'antan, c'est qu'Océane a exercé sa magie, celle du kintsugi. C'est la phrase classique et bien entendue de « ce qui ne nous brise pas nous rend plus forts ». C'est ce parallèle entre l'humain et la pratique du kintsugi, cette idée de résilience. Finalement, ce qui va venir nous blesser, c'est aussi ce qui nous rend unique. C'est aussi l'idée de la mémoire, parce que ça reste visible, c'est plus camouflé, c'est assumé. Et c'est là toute la beauté pour moi du kintsugi. Océane Minot-Elgui n'est pas psychanalyste mais restauratrice. Et quand elle pratique le kintsugi, elle répare les objets et un peu les cœurs aussi. Le kintsugi, c'est l'art de recoller les céramiques brisées avec de la laque végétale et des poudres de minéraux précieux. Un art traditionnel japonais qui sublime les accidents de la vie. C'est vrai que le kintsugi, même si ça a été inventé au XVe siècle, il y a une force esthétique qui est assez indéniable et qui sublime à peu près tout et qui apporte une forme de modernité. Finalement, l'esthétique japonaise, elle est extrêmement actuelle. Diplômée de l'école de Condé, Océane restaure des œuvres pour des particuliers, des galeries d'art ou des maisons de vente. Depuis qu'elle s'est formée au kintsugi auprès du maître laqueur Martine Ray, elle enseigne à son tour cette discipline et répare les céramiques brisées d'un atelier parisien. Tout cela dans les règles de l'art, tant avec son matériel, comme ses pinceaux en poil de martre, que dans ses matériaux traditionnels. En kintsugi, tout se crée, de la colle à la pâte de comblement. La seule chose finalement qu'on achète à la base, c'est la laque. De la farine de riz, de l'eau et de la laque issue d'un arbre, le sumac. La colle, c'est un mélange 100% naturel qu'elle dépose sur les tessons avec un pinceau en silicone. J'essaie d'avoir une régularité dans l'épaisseur de la laque que je pose, un petit peu partout sur la tranche. Pas trop fin, pas trop épais. Et vient le moment de recoller les morceaux. En fait, ce qui est très délicat avec le collage kintsugi, c'est que ça prend pas tout de suite. Ça prendra vraiment dans une semaine. Avec la gravité, parfois, on a un risque que les objets se réouvrent. C'est pour ça que là, je mets l'objet à la verticale pour essayer que la gravité soit mon amie. Le kintsugi, c'est aussi combler des manques, des petits trous, des éclats. Rendre à un objet sa surface lisse ou presque après un choc. Sur cet objet recollé il y a plusieurs jours, la laque intervient, mélangée à de l'argile. Là encore, Océane doit être précise, minutieuse, pour restaurer l'objet sans accroc. La laque derrière qu'on va mettre, c'est comme un révélateur de défaut. En fait, quand elle va venir sécher, elle va venir épouser toutes les formes en dessous. Et donc, si on a un effet de griffure, un petit creux, ça va se voir immédiatement. Donc, ce qui est beau dans le kintsugi, c'est qu'il y a une forme un petit peu de perfectionnisme quand on est en train de travailler. Et en même temps, c'est la juste mesure du lâcher-prise. Il est temps de déposer une nouvelle couche de laque sur les cicatrices de l'objet et son application le transforme pour toujours. En kintsugi, on ne peut pas gérer les teintes qui sont vraiment très marquées par la laque, très brunes, noires ou rouges et qui rappellent vraiment en fait, le moment de la violence de la casse. Donc il faut bien prendre conscience qu'on transforme radicalement l'objet au moment où on travaille en kintsugi. On utilise une laque rouge, c'est le même principe que les doreurs, ça vient réchauffer l'or. Si on devait poser de l'argent, en fait, je prendrais la laque noire. Il reste une dernière petite étape avant de sublimer cette coupelle rescapée. En fait, pour que la laque prenne, il faut qu'il fasse plus de 25 degrés et au moins 90% d'humidité relative. Et c'est dans le four d'Océane que tout se joue, avec un peu d'eau bouillante. Quelques minutes plus tard, elle peut enfin recouvrir la laque d'une poudre d'or, d'argent, de mica, de bronze ou encore de laiton, comme ici. Alors là, du coup, l'objet, il est complètement sublimé, même plus beau qu'avant la casse. Et puis, on voit bien, en fait,
la laque a été déposée en épaisseur, comme s'il y avait une matière dorée qui avait été fondue ou coulée sur la pièce et qui redessine les lignes de cassure. Il faudra encore une semaine à cette coupelle pour sécher et retrouver sa place d'antan, magnifiée comme tous les objets qui passent entre les mains d'Océane. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!